Et notre invité politique ce matin, c'est Olivier Faure. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, député de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Fabrice Vessert-Redon. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. Des journaux du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On va bien sûr parler de la crise sanitaire et de l'actualité, mais un mot sur ce que vient de dire Marc Fesneau. D'abord, Olivier Faure, sur la réforme des retraites. Elle n'est pas enterrée, elle est encore sur la table, mais il ne peut pas garantir qu'elle soit examinée par le Parlement en 2021. Est-ce qu'elle verra le jour, cette réforme des retraites, d'ici la fin du quinquennat ? Quelle contorsion pour dire que cette réforme est une réforme qui est conspuée, qui a été rejetée par les Français, et qu'au fond, la Covid a permis de ne pas dire que c'était un retrait en race campagne. Et donc maintenant, le gouvernement essaie de nous expliquer que ça va revenir, etc., pour ne pas désespérer celles et ceux qui veulent croire qu'il est un gouvernement qui a pris les choses à bras-le-corps. Mais la vérité, vous n'y croyez pas ? Mais non seulement je n'y crois pas, mais en plus je ferai tout pour que ce ne soit pas le cas. Parce que cette réforme, c'était d'abord une réforme injuste, une réforme qui était contraire à ce que l'État social a organisé depuis la libération. Et donc oui, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. Fabrice ? Oui, autre question d'actualité, c'est cette enquête de la Fondation Jaurès, que vous suivez, j'imagine, et qui donne une majorité assez importante de Français, 55%, qui se disent favorables au retour de la peine de mort, et simultanément d'ailleurs à la présence d'un chef fort à la tête du pays. Qu'est-ce que ça dit de la société, Olivier Faure ? Ça dit que sur ces questions-là, il y a une émotion qui est née liée au terrorisme, liée aux crimes de sang qui sont malheureusement régulièrement racontés par la presse. Et ce n'est pas un reproche, hein, c'est une réalité. Et que donc il y a une émotion qui naît et qui amène un certain nombre de Françaises et de Français à considérer que la peine de mort peut être dissuasive. Et c'est un combat qu'il faut à nouveau mener et rappeler que ça n'a jamais dissuadé qui que ce soit. Et c'est pas parce que vous mettez la peine de mort aujourd'hui que vous aurez moins de frères Kouachi. Les frères Kouachi savaient qu'ils allaient mourir et ils sont morts. Ça ne les a pas empêchés d'être les tueurs de Charlie. Donc ça n'est pas en répondant à la violence par la violence fût-elle légitime, que l'on arrête, que l'on interrompt les criminels. Allez, on va parler de cette crise sanitaire, pas ou peu de décisions nationales, mais un tour de vis donné dans certaines régions, la Gironde, les Bouches-du-Rhône, la Guadeloupe. Est-ce que pour vous, c'est la bonne méthode ? Pardon, quelle est la méthode que vous... De ne pas prendre de décisions uniformes sur le territoire national, mais de donner la main au territoire et finalement de prendre des mesures territorialisées. C'est ça que vous appelez une méthode ? En tout cas, c'est la méthode Castex. Vous pensez que ça n'en est pas une, donc Oui. Pour vous, c'est pas une méthode. J'avais pas compris la question parce que je me disais, où est la méthode dont on parle ? Je vois bien que même, y compris ce week-end, on a eu un Premier ministre qui a d'abord fait taper les tambours et qui a convoqué les Français à 16h, puis à 17h, puis voilà. Et à ce moment-là, il est venu pour nous dire rien ou si peu. Et en nous expliquant qu'il allait en fait demander au préfet de lui faire des propositions dans les jours qui suivent. Mais là, je me suis dit, il sort de son lit, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, vous trouvez ça brouillon ? Vous trouvez ça désordonné ? La bonne façon, c'était quoi ? C'était de commencer en fait par demander au préfet quelles étaient leurs préconisations et ensuite d'en faire le tri et de venir les annoncer aux Françaises et aux Français. Vous ne pouvez pas laisser s'installer une forme d'indécision, d'imprécision, d'improvisation qui donne à chacun le sentiment que l'État n'est pas tenu et surtout qui laisse prospérer ensuite toutes les théories les plus fumeuses, les plus complotistes, les fake news, etc. Parce que c'est le sentiment que vous avez, vous, que l'État n'est pas tenu aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a une improvisation permanente qui est coupable parce qu'elle donne le sentiment, je ne dis pas que c'est pas tenu, je ne dis pas qu'il n'y a pas derrière une volonté, mais le courage, c'est aussi d'exprimer les choix que l'on entend faire. Si on pense que l'étape suivante, c'est par exemple le reconfinement total ou partiel, etc., il faut le dire. Pourquoi ? Parce que ça permet à chacun de comprendre quelles sont les menaces qui pèsent sur nous et donc de faire en sorte que les Françaises et les Français intègrent l'ensemble des dispositifs auxquels ils pourraient être contraints si ils ne prennent pas les précautions qui sont préconisées par toutes et tous. Mais on a beaucoup reproché pendant la première vague au gouvernement de ne pas entendre les élus locaux, de ne pas entendre les territoires. Là, il le fait.
fait, est-ce qu'on lui reproche pas un peu tout et son contraire? Mais non, enfin, il n'entend pas les territoires. Il délègue parfois de manière... Enfin, c'est pas... je vais prendre un autre exemple, l'exemple scolaire. Si vous ne fixez pas la règle au plan national et que chaque directeur d'école est confronté à la question de savoir ce qu'il fait d'un enfant qui se mouche, et tous les enfants qui vont à l'école, entre 3 et 8 ans, ils passent leur vie à se moucher, à être malades parce qu'ils sont en train de s'immuniser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on considère que c'est un problème qui se règle à l'échelon de chaque école? C'est ce qui est en train de se passer en réalité. Et moi, je vois les écoles qui répondent très différemment à cette question. Ou est-ce que vous dites à un moment donné, il y a une règle et c'est le critère, par exemple, je sais pas, de la fièvre qui est déterminant pour refuser un enfant à l'école? Autrement, vous avez des enfants qui n'iront plus jamais à l'école. Donc, c'est ces questions-là qui sont posées. J'aimerais que parfois le gouvernement prenne ses responsabilités. Et quand il prend en considération les territoires, ce qu'il doit faire, eh bien, il les interroge. C'est-à-dire qu'il aurait été assez logique qu'il convoque l'ensemble des présidents de région, l'ensemble des présidents de département, qu'il voit avec eux ce qu'est en fait leur façon à eux de concevoir le traitement de l'épidémie, et ensuite prendre des décisions. Ce n'est pas en fait une espèce de truc au petit bonheur à la chance avec des gens qui font des choses. Bon, ça ne va pas, ça ne colle pas. Vous craignez une France avec des mesures à la carte? Mais je crains surtout que les Françaises et les Français ne respectent plus suffisamment les gestes qui leur sont demandés, parce qu'ils ont le sentiment que quand on regarde le département d'à côté, et parfois vous êtes limitrophe et il suffit de faire 100 mètres pour changer de département, et vous avez un département où on vous dit blanc, l'autre département où on vous dit noir. Et donc on a quand même l'impression que vous êtes partisan d'une méthode plus radicale sur le sujet. Je suis partisan d'une méthode qui soit plus sanitaire. Et donc, il ne s'agit pas d'être radical ou pas radical. Je souhaite qu'on ait à chaque fois des lignes qui soient des lignes claires, qui permettent à chacun de savoir à quoi il est exposé. J'étais assez perturbé parfois par cette idée que même d'un quartier à l'autre, d'un département à l'autre, d'une région à l'autre, les mêmes mots ne produisent pas les mêmes effets. Et donc, il y a un moment où, si vous voulez que les règles soient appliquées, il faut qu'elles soient à peu près un peu uniformisées, parce qu'autrement, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Et les socialistes qui demandent notamment une communication quotidienne sur cette crise sanitaire. Pour vous, il y a un manque de transparence de la part du gouvernement? Il y a une improvisation que je trouve incompréhensible après de longs mois de crise sanitaire. Ce qui pouvait éventuellement se justifier au démarrage de la crise, aujourd'hui ne l'est plus. Ça n'était pas normal que le ministre Blanquer donne la révision du protocole sanitaire moins d'une semaine avant la rentrée scolaire, avec des directeurs d'école que j'ai rencontrés qui ne savaient pas du tout s'ils pourraient même recevoir les parents dans la cour de l'école comme chaque année, est-ce qu'ils pourraient les emmener dans les classes. Enfin, avec une épidémie qui évolue quand même d'heure en heure en réalité. Une semaine, c'est énorme par rapport à une épidémie qui évolue sur 48-72 heures. Mais l'épidémie, elle évolue. Mais enfin, les causes de l'épidémie, on les connaît maintenant depuis des mois et des mois. On sait quels sont les gestes barrières, on sait quelles sont les mesures à prendre. Même si le gouvernement a beaucoup hésité lui-même en nous expliquant d'abord qu'il ne fallait pas de masques et maintenant il faut des masques partout. Bon, c'est sûr que ça n'a pas aidé à la pédagogie et à la bonne compréhension. Mais justement, si on ne veut pas donner le sentiment que tout ça est brouillon, improvisé et au fond ne correspond pas à une réalité, eh bien, il faut un peu d'ordre. Si vous ne mettez pas d'ordre là-dedans, les gens ont le sentiment, les Françaises et les Français ont le sentiment qu'au fond, on les balade, mais qu'on ne sait pas très bien où on va. Et donc, ça affaiblit le dispositif et le discours de précaution qui est aujourd'hui tenu. Et cette crise sanitaire qui entraîne une crise économique, une crise sociale, et le Parlement qui va se prononcer dans les prochaines semaines sur les mesures du plan de relance d'un montant de 100 milliards. Vous êtes assez critique, vous, avec ce plan de relance. Dans le journal du dimanche, vous disiez « Ce pognon de dingue ne peut pas servir à reconstruire en moins bien la France d'avant ». Est-ce que ça veut dire que vous ne voterez pas ces mesures du plan de relance? Ça veut dire qu'il y avait, vous vous rendez compte, est-ce que vous avez déjà gagné à l'euro-million? Malheureusement, non. Non. Je ne cache pas. Et à l'euro-milliard? Encore pas moins. Davantage. Bon, là, vous avez en fait quelqu'un qui vient, pas de gagner l'euro-million et l'euro-milliard, parce qu'en réalité, il faudra rembourser, et la question se pose de savoir qui remboursera. Mais quelqu'un qui dispose de 100 milliards d'euros et pour relancer l'économie. Eh bien, c'est une occasion formidable de dire qu'on va la relancer, mais sur des bases différentes. On aurait pu avoir un gouvernement qui qui aille jusqu'au bout de la logique de la transition sociale, écologique, numérique, et donc fasse en sorte que cet argent serve à réorienter l'économie.
Mais pas du tout. En fait, vous avez là un président qui donne en fait aux entreprises la fin des impôts dits de production, sans aucune contrepartie, sans aucune condition, alors qu'il aurait fallu que toutes les aides qui sont apportées aujourd'hui soient conditionnées à un plan qui les emmène vers une transition. Quelle contrepartie il aurait fallu pour vous? Mais par exemple, qu'il y ait des contreparties sur le plan social, sur le plan écologique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à une entreprise du secteur automobile, eh bien, vous allez refaire comme avant. Il faut bien, alors je comprends que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, mais il aurait fallu dire cet argent, il sert d'abord à faire en sorte que vous accomplissiez une mutation et que vous puissiez dans le même temps former vos salariés à ces mutations pour qu'ils ne soient pas la variable d'ajustement de cette transition. Voilà un élément qui m'aurait, pour le coup, séduit. Vous êtes en train de dire qu'on loupe une opportunité, là. Je suis en train de dire que c'est une occasion manquée, et une formidable occasion manquée. Vous vous rendez compte, 100 milliards, je le répète, 100 milliards. Enfin, à quel moment, quel est le gouvernement qui a disposé de 100 milliards pour réorienter l'économie? Aucun depuis aussi loin que je me souvienne. Et donc, il y a là une opportunité qui était une opportunité majeure. Or, vous avez là un gouvernement qui fait semblant, qui vous dit « je mets 30 milliards ». Bon, il faudrait faire ses comptes, je ne suis pas sûr que ce soit 30 milliards. Mais même si vous dites « je mets 30 milliards pour la décarbonation de l'économie » et qui vous met 70 milliards sur l'économie carbonée, bon, ben, vous vous dites « c'est quoi le truc en fait? Où on va ?» Quel est le sens profond de ce qui est proposé? En réalité, il fait exactement ce qu'il aurait fait avant la Covid. C'est-à-dire qu'il voulait baisser les impôts des entreprises, il baisse les impôts des entreprises, les impôts locaux des entreprises. Et donc, voilà, il le fait sans condition. Enfin, c'est la suite malheureusement logique de tout ce qu'il a déjà entrepris avant la crise sanitaire. Or, il nous avait dit, je vais me réinventer. Mais où voyez-vous de la réinvention? Il n'y a aucune réinvention de sa part. Il est dans la droite ligne de ce que les libéraux ont toujours fait. Et même, je regarde ce que font nos voisins allemands, qui ne sont pas forcément des gauchistes, qui sont même plutôt des conservateurs avec Madame Merkel. Eh bien, ils ont, eux, un volet dans leur plan de relance, d'abord qui est un volet, ils ont un plan de relance qui est plus conséquent que le nôtre, qui représente plus de la part de la richesse nationale que ce que nous avons, nous, consacré à la richesse nationale, au plan de relance, pardon. Et eux, ils ont par exemple dit, il faut que la TVA sur les produits de première nécessité baisse pour que les personnes les plus fragiles de la société allemande puissent retrouver en fait un niveau de confort et de vie après cette crise sanitaire. Et donc permettre de relancer la consommation. Mais en France, vous avez vu où les mesures pour les plus faibles, pour les plus pauvres, etc. Rien. On aurait pu avoir des mesures sur les APL, on aurait pu avoir un fonds qui soit créé pour les impayés de loyer. On aurait pu avoir simplement le RSA ouvert aux moins de 26 ans, parce qu'on voit bien que ce sont les étudiants, et pas que les étudiants, tous ceux qui aujourd'hui n'ont plus accès aux petits boulots, etc., qui sont en train de garnir les files d'attente des Restos du Cœur et de toutes celles et ceux qui organisent des distributions alimentaires. Donc il y a un problème. Pourquoi on a l'impression que les Allemands font tout mieux que nous, y compris quand on écoute le chef de file des socialistes? Mais ils ne font pas tout mieux que nous. Mais là, en l'occurrence, je trouve qu'il y a des moments où ils se posent les questions mieux que nous et ils y répondent mieux que nous. J'y peux rien, c'est comme ça. D'abord, peut-être sont-ils influencés par... en tout cas, écoutent-ils davantage les minoritaires chez eux, que sont les Grünen, les Verts et le SPD, socialiste allemand. Peut-être est-ce cela la raison, j'en sais rien. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, j'aurais tellement aimé que prendre le chef de l'État au mot. Il nous avait dit, je ferai en sorte que, quoi qu'il en coûte, etc. etc. Mais on voit bien que rien n'a suivi. Il aurait fallu que, par exemple, sur la crise sanitaire, on ait aujourd'hui les éléments qui permettent de dire que oui, on est en train de relocaliser, oui, on est en train de répondre aux besoins des premiers de corvée ou de tranchées, qu'on est en train de revaloriser vraiment leur métier. Tout ça, vous l'avez vu où? Nulle part. Mais clairement, Olivier Faure, parce que du coup, vous ne m'avez pas répondu, quelle sera la position des parlementaires socialistes? Moi, je suis contre ce plan. Enfin, donc vous voterez contre? On va discuter de ça en groupe sur la façon dont si on s'abstient ou si on vote contre, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est non plus contre tout. Mais enfin, le signal qui est donné aujourd'hui est un mauvais signal. Et donc, moi, je ne voterai pas ce plan de relance. Donc, choix entre l'abstention ou le vote contre. Un mot sur le projet de loi qui va arriver plus tard, à l'automne, le projet de loi de lutte contre les séparatismes. Et Marlène Schiappa qui a annoncé un cycle de concertation, notamment avec les élus et les parlementaires. Est-ce que vous savez déjà si vous allez être reçu ou pas encore? Aucune idée. Toujours pas. Quelle est votre position? Quelle est la position du Parti socialiste sur le projet de loi de lutte contre les séparatismes? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans pour vous? J'allais presque vous poser la même question. C'est quoi le séparatisme pour vous? Je ne sais pas. Enfin, il y a un problème de définition d'abord. En fait, j'ai l'impression que là, on est en train de nous rouvrir un grand débat sur l'identité nationale.
qui va plonger ce pays dans des abîmes de perplexité où on va opposer les uns aux autres sans qu'il y ait de réelles réponses, parce que la seule réponse pour moi, c'est la République. Et est-ce qu'il y a besoin aujourd'hui d'une loi sur le séparatisme? Quel est le problème? En fait, quels sont les trous dans la raquette? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à la République pour se battre contre ceux qui, justement, en sont les ennemis? Moi, je ne sais pas. Je crois que la loi, elle existe à tout niveau. Et je ne vois pas quels sont les gadgets qu'on veut inventer. J'ai entendu dire qu'il fallait arrêter de financer les ennemis de la République. Mais on peut déjà le faire. En fait, il y a besoin d'une loi pour cela. Donc c'est l'application qui pose problème aujourd'hui. Mais c'est pas l'application, c'est y compris qu'est-ce que c'est que cet objet politique qu'on veut mettre dans les mains des Français. Quel est le débat qu'on veut organiser? Si c'est pour que ce soit un exutoire national où chacun dénonce son voisin, je suis contre. Moi, prenons un exemple simple. On a eu une polémique ces heures-ci avec une journaliste qui le 11 septembre mis sur Twitter, en fait, la vidéo d'une jeune étudiante qui proposait ses recettes de cuisine et qui avait un foulard qui donc témoignait de son appartenance à la religion musulmane. Et elle met pour seul commentaire 11 septembre 2020, laissant penser qu'il y a un lien entre les terroristes du World Trade Center et cette jeune femme qui proposait ses fiches cuisine. Mais est-ce que là, c'est l'arbre qui cache la forêt? Non, attendez, je finis. C'est un incident. Mais finissez là-dessus, c'est-à-dire que... Si on considère qu'il y a une incitation à la haine raciale ou une incitation à la haine tout court, eh bien, la loi permet d'aller devant la justice. Cette jeune journaliste qui, derrière, a fait l'objet de condamnations sur Twitter, de menaces de mort. Eh bien, là aussi, les menaces de mort, aujourd'hui, c'est condamné par la loi. Et vous pouvez condamner quelqu'un pour cette seule raison. Mais quelle est votre position sur cette affaire, du coup? Qu'est-ce que c'est? Vous condamnez le tweet de Judith Ventraux? Je condamne tout le monde, en réalité. Je ne suis d'accord avec personne. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit, en laissant penser que toutes les femmes qui portent aujourd'hui le foulard sont des terroristes en puissance. Et je suis contre celles et ceux qui, parce qu'elle a commis cette bévue, enfin même plus que cette bévue, elle fait cette faute, eh bien, sont là à la condamner à mort. Bien sûr que ça n'est pas tolérable ce qu'elle dit, mais ça n'est pas tolérable non plus aujourd'hui de laisser penser que pour une expression plus que malheureuse, eh bien, on a le droit de condamner à mort qui que ce soit. Et pour vous, aucun problème avec cette jeune femme qui se présente à la télé avec un voile islamique? D'abord, pourquoi islamique? En fait, il y a un foulard. Je crois qu'il y a un certain nombre d'endroits dans notre pays où des femmes portent le foulard et il n'est pas considéré comme une menace à qui que ce soit. Ou alors, il faut que d'un seul coup, on dise que désormais, plus personne ne peut porter le foulard. Ce qui n'est pas, pour l'instant, dans la tête de qui que ce soit. Allez, on va passer à un autre sujet d'actualité, c'est la 5G. Avant de vous faire réagir, on va entendre Emmanuel Macron. Il s'est exprimé hier, il a défendu le déploiement de la 5G. On l'écoute. Mais oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Voilà, je ne crois pas au modèle Amish, dit-il à propos de la 5G. Quelle est votre réaction à ces propos? Est-ce que vous croyez au modèle Amish? Je ne crois pas davantage au modèle Amish, mais je ne crois pas non plus qu'on n'ait pas le droit, je ne crois pas qu'on ait aujourd'hui l'obligation de chercher à moquer celles et ceux qui posent des questions. Parce que le progrès n'est pas toujours un progrès. Enfin, en tout cas, le progrès technologique n'est pas toujours un progrès pour l'homme. Je suis sûr que Emmanuel Macron, au moment de l'amiante, serait venu expliquer à tout le monde que l'amiante, c'était formidable. Ben non, l'amiante, ça n'était pas formidable. Est-ce que... La 5G et l'amiante Mais je ne fais pas la comparaison entre la 5G et l'amiante. Merci de me reprendre, ça me permet de préciser ma pensée. Je dis simplement que le progrès doit être aussi interrogé. Et je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui dire que ceux qui condamnent, ceux qui veulent un moratoire, d'abord, aient dit que c'était définitivement non. Ils disent interrogeons-nous d'abord et ensuite prenons la décision. Je vois que même Bouygues, aujourd'hui, propose de repousser le moment où on attribuera les fréquences 5G parce que lui-même considère que ce n'est pas le bon moment pour le faire. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, oui, il y a des questions à se poser. Et je vois, y compris des gens qui m'écrivent, je n'étais pas spécialiste de la 5G pour tout vous dire, mais je vois, y compris des gens aujourd'hui de Météo France, qui m'écrivent et qui me disent « Savez-vous que si on déploie aujourd'hui la 5G dans les conditions dans lesquelles il est prévu qu'elle se déploie,
eh bien, ça va brouiller une partie des capteurs de Météo France et que les prévisions météorologiques seront dégradées de l'ordre de 30% ou 40%. Bon, je découvre ça. Je découvre que, y compris la puissance de la 5G va être un problème, y compris en termes de consommation d'énergie, à un moment où on se pose la question au contraire de réduire. Je vois aussi que sur la 5G, on a un problème qui est lié à ce qu'on va faire des objets connectés. Est-ce que tous les citoyens vont être désormais tracés dans leur vie quotidienne par le biais de la 5G? Ce sont des questions importantes qu'on ne peut pas laisser passer parce qu'à un moment, on finira par être dans une société où comment on en sort comment on en sort? On se pose des questions, on a un vrai débat, et à l'issue de ce vrai débat, eh bien, on fait des choix. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut s'interroger désormais. On parlait du progrès à l'instant, mais par exemple, moi, je considère que le télétravail peut être un progrès, mais peut être aussi une formidable régression. Donc là aussi, ça suppose que, notamment pour la gauche, voilà un chantier gigantesque dans lequel il faut rentrer. Allez, on va parler de la gauche, justement. Olivier Faure, il nous reste peu de temps, je suis désolée. Vous avez annoncé être candidat à votre succession. Le prochain congrès du Parti Socialiste se tiendra donc mi-décembre. Vous proposez un printemps de la gauche et de l'écologie avec celles et ceux qui le voudront. Vous dites, qui le veut aujourd'hui ? J'espère. Tout à l'heure, on faisait une allusion à l'étude de la Fondation Jean Jaurès. Je crois que ce que fait apparaître cette étude clairement, c'est qu'il y a aujourd'hui une aspiration à un bloc social et écologique, j'ajouterais même démocratique et féministe, qui permettrait à ce pays de trouver l'occasion d'en finir avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce duo mortifère qu'on voit se prolonger à l'infini. Eh bien, c'est possible de faire différemment. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que toutes celles et ceux qui veulent en finir, eh bien, fassent le choix de l'unité, du rassemblement et fassent le choix tout simplement de la raison. Parce que vous, moi, tout le monde le sait, s'il n'y a pas de rassemblement, il y aura ce duel. Alors clairement, avec qui vous discutez aujourd'hui, pour être clair? Est-ce que vous discutez avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous discutez avec Yannick Jadot? Vous discutez avec Fabien Roussel? Avec qui vous discutez? Mais je discute pour l'instant avec notamment mes partenaires écologistes, je discute avec les communistes, je discute avec Génération, et depuis quelques jours, je vois que non pas Jean-Luc Mélenchon, mais Adrien Quatennens cherche à ouvrir la porte à une discussion. Et donc moi, je suis ouvert. Voilà, je cherche à comprendre qui veut quoi, et ensuite je souhaite que... Et vous le comprenez? Qui veut quoi? Pas toujours, je m'interroge souvent, mais remarquez une chose, c'est que depuis 2 ans et demi que je suis Premier secrétaire, je fais preuve d'une cohérence à toute épreuve. Là où je vois beaucoup de gens qui, d'une élection à l'autre, changent de pied, changent de cap, changent d'avis, moi, je continue et je file tout droit. Et tout droit, c'est vers la présidentielle, vers l'idée qu'on a la possibilité, tous rassemblés, de mettre fin à ce quinquennat qui a été un quinquennat à bien des égards désastreux. Avant la présidentielle, il y a les régionales. Vous dites que pour vous, l'union doit commencer dès ces régionales, sauf que les écologistes disent nous, on présentera 13 candidats dans les 13 régions métropolitaines. Il y aura des candidats estampillés écologie. Ça part mal quand même, cette union. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Ils disent qu'il y aura des chefs de file dans toutes les régions. Ensuite, est-ce qu'on est suffisamment intelligent pour se poser la question de savoir, quand on a un chef de file socialiste, un chef de file communiste, un chef de file écologiste, etc., eh bien, quel est le meilleur ou la meilleure qui peut nous représenter dans cette élection et faire en sorte que ce soit ce candidat ou cette candidate qui permette d'aller à la victoire. Moi, c'est ce que je souhaite. Bon, maintenant, je ne suis pas là pour courir après qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on engageait nous-mêmes un printemps de la gauche et de l'écologie, et viendront celles et ceux qui veulent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les partis politiques, ce n'est pas une exclusivité. Nous n'avons pas tout inventé, nous n'avons pas la science infuse, et donc moi je souhaite que la société civile dite organisée, la société civique, eh bien, puisse nous rejoindre, que les personnalités, des citoyens qui ont simplement envie de faire vivre. Mais juste, est-ce que vous travaillez déjà concrètement à ces listes, à des listes communes pour les régionales? Ça arrive vite, les régionales. Est-ce que vous travaillez déjà avec les écologistes, avec la France Insoumise, avec les communistes, à des listes communes de gauche dans les 13 régions? On discute, bien sûr. Mais ce que je demandais moi-même aux socialistes ce week-end, je leur ai dit, y compris quand vous composez maintenant nos listes, c'est-à-dire les gens qui doivent être candidats, eh bien, on ne prévoit pas 100% des candidats. On fait en sorte de laisser de la place à toutes celles et ceux qui pourraient venir avec nous renforcer ce bloc social et écologique. C'est ce qui s'est passé à Marseille. Pour les têtes de liste. Y compris pour les têtes de liste. Et donc, à Marseille, quand dans l'élection municipale, il y a eu la naissance de ce printemps marseillais, eh bien, nous sommes les seuls à avoir accepté dès le départ cette démarche
qui a été la démarche victorieuse. Personne n'était là. Et au premier tour, il n'y avait ni les insoumis, ni les écologistes. Il y avait les communistes avec nous. Et donc, on a gagné parce que nous avons su nous ouvrir à d'autres et montrer qu'il y avait en fait une possibilité de rassemblement. Et profondément, ce qu'espèrent les gens qui aujourd'hui ont le cœur à gauche, eh bien, c'est tout simplement qu'on en finisse avec les querelles d'ego qui sont vous avez tellement superficielles et qui vous avez minent tout. cette volonté de remettre la gauche plurielle en ordre de bataille. L'inventeur de la gauche plurielle, Lionel Jospin, s'est exprimé il y a quelques jours. François Hollande, peu après. Le retour de ces figures un peu historiques, contemporaines du socialisme, c'est un frein pour vous, c'est une bonne nouvelle? Mais j'ai accueilli avec à la fois beaucoup d'égards et beaucoup d'affection le livre de Lionel Jospin et son interview dans l'Observateur qui était une interview qui remettait à bien des égards les pendules à l'heure. Et il a été, je pense, assez clair sur y compris sa volonté de ne pas s'imposer à nouveau dans le débat politique national. Il est un sage désormais qui fait valoir son point de vue, très utile, et il n'a pas, je ne crois pas qu'il ait annoncé son retour dans la vie politique. Et c'est fini, c'est fini. Ah, dommage. Pour François Hollande, rapidement, allez. Écoutez, Vous êtes déjà exprimé à ce sujet. Pour François Hollande, je crois qu'il pourrait être aussi un sage et faire part de son expérience. Ce serait certainement une très bonne chose. Et merci beaucoup. Merci Olivier Faure d'avoir été Merci. avec nous ce matin. On continuera à parler de la gauche demain, puisqu'à votre place, ce sera Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Merci Fabrice. On passe tout de suite au Merci. Club des territoires.